Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Pop Thérapie. Aujourd'hui, on est sur le format mini pop et on va parler d'un artiste qui a explosé très vite, très fort et qui dit pas mal de choses sur la pop actuelle. Roulement de tambour, c'est Benson Boone. Je sais que cet épisode va extrêmement faire plaisir à Elvin qui est à mes côtés aujourd'hui. Oui, j'allais dire mon mari. Et on a décidé d'aborder Benson Boone dans cet épisode de Mini Pop. On va vous présenter un peu son parcours, parler de son premier album, de son deuxième album, avec l'évolution que ça a amené, etc. Et puis une petite conclusion comme d'habitude. Ce qui est intéressant avec Benson Boone, ce n'est pas simplement sa popularité, mais la manière dont elle s'est construite. Sa trajectoire, elle donne presque l'impression d'avoir été accélérée, comme si toutes les étapes classiques d'une carrière musicale avaient été compressées en quelques années. Il a commencé tout d'abord sur TikTok. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, il ne mise pas sur un concept, une image ou une esthétique forte dès le départ. Ce qui accroche immédiatement, c'est sa voix. Une voix très identifiable, avec une fragilité contrôlée qui donne l'impression qu'elle pourrait se briser à tout moment, sans jamais vraiment le faire. Et dans un environnement où tout se joue en quelques secondes, cette capacité à transmettre une émotion immédiate devient un vrai levier extrêmement puissant. Son passage par American Idol aurait pu l'inscrire dans un parcours très balisé. Mais le fait qu'il quitte l'émission volontairement change complètement la perception. Ce n'est plus simplement un candidat prometteur, c'est quelqu'un qui choisit de sortir du cadre pour construire autre chose. Et ce genre de décision participe à créer une forme de crédibilité, même si elle est en partie narrative. La rencontre avec Dan Reynolds du groupe Imagine Dragons vient ensuite solidifier cette trajectoire. Elle lui permet de passer d'une exposition virale à une structuration artistique beaucoup plus claire. Et c'est souvent là que se joue la différence entre un phénomène momentané et une carrière qui s'inscrit dans le temps. Avec Ghost Town, il pose une première pierre très cohérente avec cette image. Le choix d'une production minimaliste n'est pas anodin. Il crée une proximité avec l'auditeur, presque une impression d'intimité. On a l'impression d'entendre quelque chose de direct, de peu filtré, même si évidemment tout est travaillé. Il s'inscrit ainsi dans une tendance plus large de la pop actuelle, où l'émotion est redevenue centrale aux côtés d'artistes comme Lewis Capaldi ou Dean Lewis. Mais là où certains jouent davantage sur la puissance ou la dramatisation, Benson Boone reste dans une forme de retenue, presque de pudeur qui participe à son identité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette simplicité n'est pas seulement musicale. Elle est aussi visuelle, narrative, presque stratégique. Dans un paysage où beaucoup d'artistes construisent des univers très marqués, lui fait le choix totalement inverse. Réduire, épurer, laisser de la place. Et paradoxalement, c'est ce qui le rend identifiable. Mais cette base, aussi efficace soit-elle, doit forcément évoluer. Et c'est là que son premier album devient un moment clé. Effectivement, on va commencer avec son premier album, Fireworks and Rollerblades, sorti en 2024. C'est un projet qui arrive dans un contexte particulier. Il est déjà connu avant même la sortie du disque. Il s'est construit via les réseaux, les plateformes et surtout grâce à une série de morceaux viraux qui ont installé une attente très forte. Cet album n'a donc pas une fonction de découverte, mais plutôt de consolidation. Il ne sert pas à révéler un artiste, il sert à structurer une identité déjà perçue par le public. Ce qui frappe immédiatement, c'est le choix esthétique. Une pop très émotionnelle, très vocale, centrée sur la sincérité. L'écriture est volontairement simple. Pas de surcharge de métaphores, pas de distance ironique. Benson Boone écrit comme il chante, directement, frontalement, avec une priorité donnée à l'émotion brute plutôt qu'à la sophistication littéraire. Et ça s'inscrit dans une logique très actuelle, une pop pensée pour être immédiatement lisible, partageable et émotionnellement accessible dès la première écoute. Bien sûr, on va commencer par ce morceau qui était devenu viral bien avant la sortie de l'album, Beautiful Things. C'est le morceau central de son album, celui qui a explosé mondialement. Ce qui fait sa force, c'est sa construction émotionnelle progressive. Le titre commence dans quelque chose de très intime,
presque fragile, avec une impression de retenue dans la voix et l'instrumentation. Puis, progressivement, tout s'ouvre. L'écriture repose sur une idée simple mais universelle, la peur de perdre quelque chose qu'on aime profondément, ou plutôt quelqu'un. Ce n'est pas une histoire complexe, c'est une émotion fondamentale. Et c'est précisément ce qui explique son efficacité globale. La montée finale n'est pas un effet gratuit, elle est construite comme une conséquence logique de tout ce qui précède. C'est une montée méritée, entre guillemets, émotionnellement justifiée, ce qui la rend d'autant plus puissante. On enchaîne avec Cry, qui est d'ailleurs une de mes musiques préférées, et on reste dans la même logique émotionnelle, mais avec un angle différent. Ici, l'émotion est moins contenue, bien plus immédiate. Le morceau met en avant une vulnérabilité presque incontrôlée. On n'est plus dans la peur anticipée de perdre quelque chose, mais dans le moment où l'émotion déborde déjà. Ce qui caractérise Cry, c'est sa simplicité assumée. Peu de filtres, peu de distance, une écriture qui ne cherche pas à transformer l'émotion en concept, mais elle est plutôt laissée telle qu'elle. C'est un morceau qui fonctionne précisément parce qu'il ne cherche pas à bien représenter l'émotion, mais à la laisser exister directement. Avec Pretty Slowly, l'album prend une tonalité plus introspective. On est sur une écriture plus fragile, plus étirée, où le temps devient un élément central. Le titre en lui-même indique déjà cette logique. Ralentir, observer, laisser les choses se déployer sans précipitation. Là où Beautiful Things monte et explose, Pretty Slowly, elle, retient. Il s'agit moins de pics émotionnels que d'installation dans une ambiance. C'est un morceau qui travaille la durée plutôt que l'intensité. Il montre une autre facette de Benson Boone, celle d'une écriture plus contemplative, moins tournée vers le climax émotionnel systématique. Ce qui relie ces trois morceaux, c'est une cohérence émotionnelle très forte. L'album entier tourne autour des mêmes thèmes, l'amour, l'attachement, la peur de perdre, ainsi que la vulnérabilité. Mais ce qui change, par rapport à ses débuts sur les plateformes, c'est la mise en forme. Ici, ces émotions sont organisées dans un cadre plus long et bien plus structuré. Le public, lui, ne découvre pas un artiste en construction, mais un artiste déjà identifié. L'album fonctionne donc moins comme une révélation, mais plutôt comme une validation de ce que Benson Boone est capable de faire. Et je te laisse la main, Anaïs, pour présenter le deuxième album. Et oui, on passe maintenant à American Heart, qui marque une évolution importante dans sa trajectoire. Si Fireworks et Rollerblades servaient à installer une identité, American Heart arrive dans un contexte bien différent. Benson Boone est désormais pleinement identifié, avec un public installé, des attentes claires, une exposition internationale plus forte. Ce deuxième album ne cherche pas à rompre avec ce qui existait avant, mais à déplacer légèrement les lignes. On sent une volonté d'élargir la palette, de sortir d'une simple répétition de la formule initiale. L'écriture, elle, reste centrée sur l'émotion, mais elle gagne en recul. On n'est plus uniquement dans la confession immédiate, il y a une forme de regard sur soi, parfois même une légère mise en perspective de son propre personnage artistique. Et on va décrire trois morceaux de l'album. On va commencer par Young American Heart. Ce morceau, il incarne le côté le plus lumineux et énergique du projet. On y retrouve une forme d'insouciance, presque cinématographique, avec une sensation de mouvement, d'élan, de jeunesse en tension, entre liberté et fragilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette énergie n'est pas naïve. Elle est consciente d'elle-même. On sent qu'il ne s'agit pas seulement de célébrer la jeunesse, mais aussi de la regarder en train de passer. C'est un morceau d'ouverture qui donne une respiration dans un album plus contrasté. Et on poursuit avec Electric Blue. C'est probablement le morceau le plus révélateur de son évolution artistique. Ici, on commence à voir apparaître une forme d'autodérision. Benson Boone ne se contente plus d'être dans la sincérité totale. Il joue avec son image. Electric Blue introduit une distance légère avec ce que le public projette sur lui. Il y a une conscience du regard extérieur et une manière de le détourner plutôt que de le subir. C'est un tournant important parce que ça complexifie son identité artistique. Il n'est plus uniquement dans la vulnérabilité, il est aussi dans la gestion de cette vulnérabilité comme image publique. Et à travers cette musique, il tourne les moqueries et la haine qu'il reçoit sur Internet en autodérision d'une façon très intelligente et sarcastique. Et pour terminer, il y a le morceau Moma Song. On revient à quelque chose de beaucoup plus intime et fondamental. C'est un morceau centré sur la figure maternelle.
donc sur une forme d'origine émotionnelle. On quitte les dynamiques de relations amoureuses pour toucher à quelque chose de plus structurant. La famille, l'enfance, le lien premier. Ce titre fonctionne comme un point d'ancrage dans l'album. Là où Electric Blue introduit du recul et de la distance, Moma Song ramène à une sincérité brute, presque sans médiation. C'est ce contraste qui est intéressant. L'album ne choisit pas entre vulnérabilité et recul, il met les deux en tension. American Art montre donc une évolution plutôt qu'une rupture. On passe d'une identité centrée sur l'émotion immédiate à une identité un peu plus construite, plus consciente d'elle-même. Le public est déjà installé, n'est plus uniquement dans la découverte, mais dans l'observation d'une transformation. Et cette transformation reste progressive. Benson Boone ne change pas de style, il ajuste sa posture, il garde la même base émotionnelle, mais il commence à la regarder avec un peu plus de distance. Maintenant, on va se poser une question. Qu'est-ce que tout ça dit sur la pop actuelle? On va prendre un petit peu de hauteur. Parce qu'une trajectoire comme celle de Benson Boone, elle ne se lit pas seulement comme une biographie d'artiste. Elle se lit aussi comme un révélateur de quelque chose de plus large sur la pop d'aujourd'hui. La première chose que ça dit, c'est que la frontière entre carrière et contenu s'est complètement brouillée. Historiquement, un artiste faisait sa carrière, il enregistrait, il tournait, il sortait des albums, et à côté, il y avait la promo, les interviews, les clips. Deux mondes distincts. Avec la génération TikTok, ces deux mondes ont fusionné. La carrière est le contenu. Les moments de la vie d'artiste, donc la création, la frustration, les coulisses, les réactions à la critique, eh bien tout ça circule en temps réel. Et le public ne se contente pas d'écouter la musique, il suit une histoire, celle de quelqu'un qui construit quelque chose. Benson Boone illustre ça parfaitement. Sa popularité ne s'est pas construite uniquement sur la qualité de ses morceaux, même si bien sûr ça joue, elle s'est construite sur une narration. TikTok, le départ d'American Idol, la rencontre avec Dan Reynolds, le succès inattendu de Beautiful Things, les critiques, la réponse aux critiques. Ce sont des chapitres d'une histoire que les gens ont envie de suivre. Ce qui pose une question intéressante sur ce qu'on écoute en fait. Est-ce qu'on écoute la musique ou est-ce qu'on écoute la personne? Me concernant, les deux. Et peut-être que la réponse, effectivement, c'est les deux. Et c'est très bien comme ça. La chose que ça dit, c'est que l'authenticité est devenue une attente de marché. Ce qui est une formulation un peu paradoxale, mais pourtant exacte. Dans la pop actuelle, être perçu comme sincère est devenu presque aussi important qu'être bon musicalement. Les auditeurs ont développé un détecteur assez sensible pour ce qui sonne faux, performé ou encore calculé. Et Benson Boone, que ce soit volontaire ou non, coche la case sincérité de façon efficace. Sa voix y contribue. Difficile de paraître calculateur avec une voix aussi émotionnellement chargée. Ses textes y contribuent également. Ils sont directs, dépouillés. Et sa façon de répondre aux critiques aussi, en les intégrant plutôt qu'en les esquivant. Mais ça crée une question inconfortable. À partir de quel moment la sincérité construite devient-elle elle-même une forme de performance? La réponse honnête, c'est qu'on ne sait pas, et que c'est peut-être sans importance si l'émotion produite, elle, est réelle. La troisième chose que cette trajectoire révèle, c'est que la notion d'album comme objet central d'une carrière a fondamentalement changé. Fireworks et Rollerblades est un bon premier album, cohérent, efficace, bien exécuté. Mais son rôle dans la carrière de Benson Boone n'est pas le même que le rôle qu'un premier album avait il y a 20 ans. Avant, un premier album définissait un artiste. C'était un peu le texte fondateur. Maintenant, il vient simplement confirmer quelque chose qui existe déjà. L'artiste est connu avant même l'album. L'album, donc, le consolide. Il ne le crée pas. Et ça change complètement la façon dont on doit l'évaluer. Parce que si on l'évalue avec les critères d'avant, originalité, prise de risque, ambition formelle, il peut paraître limité. Mais si on l'évalue avec les critères d'aujourd'hui, cohérence, accessibilité, capacité à exister en fragments, eh ben, il est plutôt réussi. Et c'est un changement de prisme qu'on a du mal à intégrer collectivement parce qu'on utilise encore souvent les critiques d'avant pour évaluer la musique d'aujourd'hui. Je te laisse la main, Naïs, pour conclure cet épisode. Et oui, on arrive à la conclusion. Et la question centrale qu'on peut se poser, Benson Boone, c'est quoi au fond? Un phénomène viral qui a bien géré sa transition, ou un artiste pop solide en train de s'affirmer, ou les deux à la fois? Je dirais personnellement les deux à la fois, et je pense qu'Elvin, tu vas être en raccord avec moi. Totalement.
Et je pense que c'est précisément ça qui rend sa trajectoire intéressante à analyser. Il n'est peut-être pas l'artiste le plus innovant de sa génération, et je doute qu'il prétende à l'être, mais il est révélateur de ce que la pop peut être en 2026. Il incarne une manière très contemporaine de construire une carrière. Rapide, directe, connectée aux plateformes, nourrie par les retours de son audience en temps réel. Et en même temps, il ne se laisse pas entièrement définir par ça. Parce qu'il y a des signaux qui montrent qu'il cherche quelque chose de plus durable. Sa montée en puissance sur scène, des petites salles à des salles beaucoup plus importantes en l'espace de très peu de temps, c'est un indicateur concret d'une audience qui s'est construite vite et qui s'est construite surtout solidement. Pas juste des streams, mais des gens qui se déplacent et qui achètent des places. Et puis il y a des moments qui participent à repositionner son image autrement que comme un simple phénomène de réseau. Et sa rencontre avec Brian May en fait partie. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Brian May, c'est le guitariste de Queen, l'une des figures les plus respectées de l'histoire du rock. Et d'ailleurs, Brian May a adoré sa collaboration avec Benson Boone. Et symboliquement, ça dit quelque chose de fort. Ça dit que l'ancien monde prend le nouveau au sérieux. Et pour un artiste qui vient de TikTok et qui a été critiqué pour être trop formaté, trop lisse, trop algorithmique, ce genre de validation de la part d'une légende du rock, c'est un repositionnement important. On ne sait pas encore ce que Benson Boone va devenir à 30 ans. Et c'est une position enviable artistiquement. Parce qu'il a un public, il a une voix, il a une identité, et il est encore jeune. Il a de la marge pour se tromper, pour expérimenter, pour prendre des virages. Ce qui laisse la suite complètement ouverte. Et c'est peut-être ça la meilleure chose qu'on puisse dire d'un artiste à ce stade de sa carrière, c'est qu'il est encore en train de s'écrire. On espère que cet épisode de Mini Pop vous aura plu. Bien entendu, s'il vous a plu, notez-le sur les plateformes de streaming, vous commencez à connaître la chanson. Dites-nous dans les commentaires, par exemple, quel est votre titre préféré de Benson Boone. Et je tiens à dire que Benson Boone est un artiste qu'on écoute autant avec les oreilles qu'avec les yeux. Voilà, c'était le mot de la fin. On vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, ça dépend quand est-ce que vous nous écouterez. Et sur ce, ciao! Ciao!